aujourd'hui, du coup, Fanny, t'as plusieurs années de product chez Miracle. Je crois que tu as lancé le premier produit IA de Miracle. Tu nous en diras un peu plus dans quelques instants. Donc, ça va parler go-to-market, ça va parler comment augmenter l'impact de ces features IA, les lancer, euh, pas juste bâtir un bon produit IA, mais aussi gérer l'adoption et en tirer le max. Avant ça, TPC, bon, je pense que tout le monde connaît. Je l'ai fait 10 000 fois cette présentation, mais pour les rares qui se connectent au live pour la première fois, on est 10 000 membres dans la communauté et même plus aujourd'hui. On accompagne 800 entreprises, partenaires, beaucoup de startups, des scale-up, mais aussi des grands groupes, des clubs de foot comme le PSG. Vraiment, il y a de tout maintenant qui recrutent des profils tech. Donc, on les aide justement à connecter avec les membres de la communauté. À peu près 1000 talents sont actifs chaque mois pour trouver des jobs. Mais pas que, on fait des masterclass, on balance un max de ressources, on essaie de coacher au maximum les membres pour les aider dans leur carrière, leur développement. Et on fait des événements physiques aussi beaucoup. Donc, si vous n'êtes pas membre, je vous mettrai un QR code juste après pour que vous puissiez rejoindre. Vous pouvez trouver ça sur le site de TPC pour rejoindre la communauté. Et j'aime bien partager toujours des petites ressources qui font plaisir et qui sont en lien avec le thème du jour. Donc aujourd'hui, on parle IA, on parle de lancement de produits et on avait bossé avec 7 ou 8 startups qui nous avaient livré justement un peu toute leur approche pour créer des features AI, rajouter des features AI. Donc vous avez de l'idéation, vous avez carrément des bouts de code, des API pour connecter ChatGPT. Enfin, euh, voilà, de Jelly Smack 360 Learnings, des grosses boîtes, à des projets plus petits comme Beep ou AgroLeague. Il y en a un peu pour tous les goûts. Si ça vous dit de voir un peu comment certaines startups bâtissent des produits IA ou rajoutent des features AI sur leurs produits, chopez le lien et vous allez tout découvrir. Et puis le classique des salaires de la tech 2024, ça, avec Sarah, on bosse là sur la nouvelle édition, donc ça arrive très vite. On vous enverra le grand formulaire du coup pour avoir vos salaires mis à jour. Mais si vous êtes en égo salarial, vous avez peut-être envie déjà de voir les résultats de l'année dernière, et donc ça se passe ici. Pareil, vous pouvez scroller le QR code et puis récupérer toute l'étude. Il y a eu 3200 participants l'année dernière, donc vraiment trop cool. On a beaucoup, beaucoup d'infos. Et je crois que Toli est en train de vous mettre dans le chat aussi les liens URL si jamais vous n'avez pas de téléphone pour biper par-dessus. Là aussi, pour info, il y a la grande du coup session de recrutement qui s'est lancée pour le mois de février. Pareil, on a, je crois, plus de 50 jobs ouverts sur tout ce qui va être rôle product, rôle tech en software engineering, des super rôles de founding designer, de lead design, head of design. Dans des startups canon, on a des startups du Y Combinator, on a des scale-up un peu plus grosses de la stature de Miracle, on a vraiment de tout. Donc, et pareil pour les rôles data, canonissime, vraiment, c'est les startups qui bossent en ce moment avec nous sur des recrutements. Donc, elles cherchent des bons profils. Si vous êtes en recherche, vous pouvez aussi en profiter. Et le système, c'est que vous vous inscrivez, vous nous dites ce que vous voulez, et nous, on vous match et on vous appelle dès qu'on a une opportunité qui matche vraiment avec votre profil pour vous aider à aller au bout. Et enfin, si vous êtes côté recrutement, c'est pas impossible. Pareil, on peut vous aider. Vous avez mis quelques boîtes avec qui on bosse très régulièrement. Je parlais du PSG. Maintenant, on est basé à Marseille, donc peut-être qu'il faut que je retire ce logo pour pas avoir de soucis dans mon voisinage. Mais voilà, on bosse avec des grands comptes, des PME, des startups, des scale-up. Et ouais, pourquoi pas avec vous sur le prochain recrutement si c'est pertinent. Je vais laisser la main à Fanny, c'est l'heure de commencer. Il est 12h17, on est presque 250 dans le live, donc trop cool. Euh, Ça fait plaisir de commencer l'année avec des lives aussi prestigieux et qui attirent autant de monde. Donc, merci à tous d'être là. Fanny, t'es prête à lancer? Bah ouais, carrément, allons-y. Canon. Eh ben, je te laisse Et, démarrer. Et juste pour info, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et on aura un moment Q&A avec Fanny à la fin. donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis product manager senior chez Miracle depuis bientôt 3 ans. Je vois qu'il y a pas mal de product managers et affiliés dans le chat. Euh, Si vous êtes PM, vous savez, vous travaillez avec des PM, vous savez qu'on aime bien les frameworks, la prédictibilité, les roadmaps bien structurés, etc. Et en fait, moi, tout ça, ça allait bien jusqu'au jour où on m'a demandé de bosser sur
feature qui intégrait de l'IA. Honnêtement, ça m'a forcé à tout repenser et j'ai un peu eu l'impression dans les 18 derniers mois de repartir à mes débuts de PM quand tout était nouveau et que parfois je croisais juste les doigts très fort pour que ça marche. Et comme le disait Mathias en introduction, bah, on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de LLM, des nouveaux modèles, les agents et tout. Mais en fait, finalement, on entend très peu parler de comment je scale, comment je vends, euh, comment je m'assure que mes clients ils comprennent ce que je vends, etc. Et bah, en fait, c'est aussi ça qui m'a motivée à venir raconter mon histoire, c'est que nous, quand on a commencé et que l'année dernière, j'ai dû commencer à pitcher mon produit et à le vendre, bah, ça m'aurait aidé d'avoir des conseils. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment matière à partager sur ce sujet-là, duquel on entend très peu parler. Euh, Rapidement, Miracle, c'est une solution SaaS pour des retailers pour les aider à développer et piloter leur activité marketplace. Donc, du coup, c'est un back-office dans lequel vous allez pouvoir gérer vos vendeurs, gérer leurs produits, avoir de la visibilité sur les commandes, faciliter le paiement des transactions entre les vendeurs et les retailers dans un business model marketplace. Et moi, plus particulièrement chez Miracle, mon périmètre, c'est le catalogue et l'onboarding des catalogues des vendeurs sur la marketplace. Faut savoir qu'aujourd'hui, un vendeur, il met en moyenne 28 jours pour publier une offre, c'est-à-dire un produit avec un prix et un stock sur le site de la marketplace. Et la moitié de ce temps-là, c'est juste de l'onboarding de sa donnée produit. Donc, il faut s'imaginer qu'en fait, le vendeur, il a un Excel avec toute sa donnée produit et qu'il faut qu'il le transforme dans un format qui est attendu par la marketplace, qui est quasiment jamais le même format de catalogue avec lequel il commence. Et le format marketplace, bah, il diffère d'une marketplace à l'autre. Donc, du coup, c'est beaucoup de travail de remettre la bonne colonne, l'information d'une colonne dans une autre colonne, etc. Et donc, tout ça, c'est ce qui prend la majorité du temps chez les vendeurs aujourd'hui et c'est leur plus gros point de friction. Et du coup, bah, c'est ce qui en a fait un des use cases qu'on voulait adresser avec de l'IA et qu'on a regardé en premier quand on s'est demandé comment on pouvait mettre de la Gen AI dans notre produit et où. On s'est dit que c'était probablement là que ça avait le plus de valeur. Du coup, on a construit un produit, enfin, à la base, c'était une feature, mais maintenant, on le vend comme un produit qui s'appelle Catalog Transformer et qui permet en fait au vendeur de mettre sa donnée produit telle qu'elle, de l'envoyer à la marketplace. Et en fait, nous, on a de l'IA qui va tourner pour comprendre la donnée du produit, donc comprendre de quel produit on est en train de se parler, quelle est l'information de ce produit, et en fait ensuite la redistribuer dans le format de l'opérateur, donc c'est remettre la bonne donnée au bon endroit. On l'enrichit aussi avec de la donnée extérieure, on fait de la réécriture de titres et de description, et on fait aussi de la traduction. Jusque-là, on faisait du mapping, donc c'était des écrans de mapping où en fait on faisait du 1 pour 1, telle donnée en entrée, je la map vers telle donnée en sortie. Là, on a été beaucoup plus ambitieux, on s'est dit on arrête le mapping, juste mon vendeur il prend un fichier, il le met dans le catalogue Transformer, et en fait, grâce à l'IA, on arrive à tout faire sans mapping. Donc, bon, bah, ça, c'est un petit peu la magie de la feature. Et donc, ça ressemblait à ça. Donc, ça, c'est un workflow manuel où mon vendeur, il va venir mettre son fichier produit. Il dit, je veux utiliser le catalogue Transformer. Et nous, derrière, on fait de la transformation, de l'extraction avec de l'IA. Sauf que c'était pas juste une feature. Je me suis vite rendu compte que ça allait pas suffire de écrire les specs à l'équipe data, tester 2-3 fichiers, faire un peu d'idéation et de discovery, et qu'en fait on était sur une nature de produit qui était complètement différente. Et du coup, bah, en fait, ça change tout quand vous êtes PM et que vous commencez à construire une feature. Je trouvais ça intéressant, avant de vous donner mes tips et mes retours d'expérience, de bien comprendre la différence qu'il y a entre une fonctionnalité traditionnelle. Moi, je parle de mon angle, donc, qui est plutôt très SaaS, et, et la différence du coup entre une feature SaaS traditionnelle et une feature d'IA un peu plus classique. La première grande différence, c'est que les features d'IA, elles sont un peu vivantes comparées à les features traditionnelles. C'est-à-dire que vos outputs, ils vont changer en fonction de la donnée qui rentre,
des interactions avec les utilisateurs et de comment vous entraînez votre modèle. Vous allez vite voir quand vous travaillez avec de l'IA que plus les utilisateurs utilisent votre feature, plus vous allez voir des cas que vous n'aurez pas pu prédire qui arrivent en sortie. Et du coup, c'est vraiment une grande différence où vous travaillez avec quelque chose de vivant qui apprend de ce que font les utilisateurs. Du coup, c'est pas du tout la même dynamique quand on veut le faire évoluer ou même quand on veut pas le faire évoluer. En fait, ça évolue tout seul. Quand vous construisez vos features d'IA, vous avez beau essayer de déterminer une logique fixe, comme on le fait avec des requirements fonctionnels quand on construit une feature. Sauf que là, c'est pas trop le cas. J'aime pas trop le terme de non déterministe, on en parle beaucoup pour la Gen AI. Je préfère le terme de adaptive en anglais, enfin le fait que ça s'adapte et que vraiment c'est vivant. Il y a beaucoup de paramètres en entrée qui peuvent faire varier vos paramètres en sortie. Et du coup, ça, c'est vraiment à prendre en compte, notamment quand on explique sa feature au client, que vous pourrez demander 2 fois la même chose, mais c'est en fonction de tel ou tel paramètre, c'est pas la même chose qui va sortir. Et ça, c'est quelque chose auquel les gens sont pas forcément habitués actuellement dans l'industrie du SaaS. Et un autre élément qui est aussi vraiment très différenciant, c'est que quand vous faites du software classique, vous faites une montée libre de temps en temps, il y a des versions à installer, des choses comme ça, mais globalement, la stack technique, elle est assez stable. Nous, quand on a commencé le catalogue Transformer, GPT-4 n'était pas sorti. Maintenant, il y a des modèles qui sortent tous les mois. Et du coup, ça fait que quand notre feature ou notre produit il repose notamment sur de la GenAI ou sur des LLM, on est toujours en train de se demander, est-ce que j'utilise le bon modèle? Est-ce qu'il n'y a pas mieux sur le marché maintenant? Est-ce que j'ai besoin de faire du réentraînement? Et en fait, tout ça, c'est des questions qu'on ne se pose pas quand on fait du software un peu plus classique. Enfin, on a son framework, on travaille dedans et c'est carré. Donc ça change aussi beaucoup. Et mine de rien, les LLM, la GenAI, d'un point de vue académique, c'est des sujets, les transformers, qui sont étudiés depuis super longtemps, mais c'est intégré dans des produits que depuis, franchement, l'année dernière. Donc il n'y a pas beaucoup de benchmarks sur comment j'en parle, comment je fais. Et puis, du coup, là, tout le monde fait un peu la même chose. Genre, tout le monde utilise des LLM, tout le monde fait du RAG des comment dire, quand on veut poser des questions pour chercher dans la documentation. Du coup, comment on se différencie? Parce que finalement, tout le monde fait un petit peu la même chose. Et du coup, ça, c'est des questions qu'on ne se posait pas forcément avant et auxquelles on se retrouve confronté quand on commence à travailler sur de l'IA et qui impactent le positioning. Un autre gros changement, c'est sur le paradigme le paradigme financier et économique quand on commence à travailler sur des produits d'IA. Quand vous faites du software, vous avez un coût marginal qui est proche de 0. C'est-à-dire que vous avez un coût fixe pour construire votre feature. Et après, chaque nouvel utilisateur qui arrive, il vous coûte pas plus cher. Et ça, c'est complètement faux quand on travaille avec de l'IA, où en fait, vos coûts, ils sont en fonction de l'usage qui va être fait de votre produit. Donc, ça veut dire que plus votre produit est utilisé, plus ça va vous coûter cher. Et on oublie d'ailleurs souvent les coûts pour entraîner les modèles et les coûts qui sont liés aussi à embaucher les bonnes personnes. Les data scientists, les data engineers, c'est des ressources qui sont rares et qui sont chères et qu'il faut mettre dans son calcul de coût. Quand vous travaillez avec de l'IA, en fait, vous n'avez même pas commencé, que vous avez déjà un coût. Donc, il y a des coûts de développement, des coûts de training, il y a beaucoup de coûts fixes. C'est une technologie où il y a beaucoup de coûts fixes. Et en fait, ensuite, vous avez une partie asymptote qui grandit vraiment très vite, où on commence à avoir des économies d'échelle quand on augmente le volume. Mais vraiment, au début, vous avez une courbe de coût qui augmente très vite. Et donc, il faut savoir, pour vous, toujours, c'est à partir de quand que je commence à faire des économies d'échelle. Tout le monde n'a pas le même point. Et ensuite, vous avez une partie linéaire où là, en fait, les coûts augmentent de moins en moins vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont optimisées. Et en fait, si vous voulez augmenter votre usage, il faut juste plus de machines. Il y a beaucoup de projets qui n'arrivent pas sur cette partie linéaire et qui se plantent sur la partie où la courbe est la plus steep, la plus grande, parce que en fait, quand ils scalent, ça coûte beaucoup trop cher et ils l'ont pas anticipé et du coup ils arrêtent le projet parce que le ROI est négatif et que à la fin c'est le ROI qui compte.
Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à anticiper et à prendre en compte très, très tôt et qui change énormément. Et ensuite, sur la partie vente et promesses, ça, c'est un screenshot de notre premier workshop d'idéation. C'était UC2, c'était le nom de code du catalogue Transformer. C'était le niveau de compréhension qu'on avait de ce qu'allait faire la feature. C'était genre une boîte noire magique où quand tu mets dedans, hop, ça transforme tout et ça fait un fichier. Spoiler alerte, si vous êtes PM et que votre niveau de compréhension de votre feature d'IA, c'est ça, ça sert à rien. Il faut vraiment mettre les mains dedans et commencer à décomposer l'arc-en-ciel de Bob l'éponge. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vos clients, ils vont jamais acheter quelque chose où ils comprennent pas comment ça marche. Donc du coup, il faut pas demander aux gens de croire aveuglément dans la technologie. On va vous demander comment ça marche. On va vous demander des processus de décision qui sont clairs et qui sont explicites. Et en fait, sans ça, va y avoir de la défiance ou de la méfiance chez vos clients et votre produit va pas marcher. Et donc, vraiment, ce qui change, c'est il y a un équilibre hyper fin à trouver entre je dis tout ou je dis rien. Et on peut pas tout dire parce qu'il y a quand même une partie qui est un peu la secret sauce, qui est un peu de la propriété intellectuelle. Donc, bah, en fait, il faut pas aller trop loin. Puis c'est quand même hyper complexe. En même temps, si on dit rien, bah, du coup, on crée de la défiance parce que les gens ils comprennent pas comment ça marche. On peut prendre un raccourci et dire l'IA va tout faire, c'est un peu magique. Sauf que bah en fait, premier use case, ça va pas du tout se passer comme vous aviez dit que vous alliez que vous avez prévu et du coup les gens sont déçus. Et du coup, moi, j'ai trouvé que c'est vraiment toujours marcher sur le fil entre ces deux extrêmes-là. Et vraiment, moi, avant chaque pitch client, je me disais, ah là là, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire. La dernière fois, j'ai dit ça, puis après, c'est pas du tout passé comme ça. Et du coup, il y a un vrai travail de discours qui se travaille beaucoup plus qu'avec des fonctionnalités classiques, en fait, sur du software. Donc maintenant qu'on a listé tout ça, comment on fait pour pas se perdre quand on commence à créer des features d'IA? Donc je vais essayer de vous partager un petit peu, mes retours d'expérience sur ce qui a marché et sur ce qui a, pas trop bien marché. Hem, la première chose qui est hyper important, c'est que vous devez, il faut pas attendre que sa feature d'IA soit parfaite parce qu'elle le sera jamais. Et le plus important, c'est de le mettre le plus rapidement possible sur le marché. Donc nous, comment ça s'est passé? C'est qu'en septembre 2023, il y a un proof of concept qui a été lancé côté data pour voir si on pouvait le faire ou pas. Moitié du POC, notre CEO dit: «Ah bon, ça a l'air faisable, je veux voir à quoi ça ressemble». Donc du coup, là, on part, product triad, donc plutôt design, produit, engineering. On se met dans des workshops et on essaie de penser à quoi ça pourrait ressembler, en fait, ce genre de projet, dans le produit. Et on n'avait pas fini le POC qu'on part déjà en idéation. On se dit: «Bon, ça a l'air à peu près possible». On y va, on commence à préparer les designs, les parcours et tout ça. Et du coup, entre janvier et mars, on a construit une bêta qu'on a mis sur le marché avec des clients sélectionnés et triés sur le volet en avril. Et là, on a fait 8 mois de bêta. Et du coup, ça peut paraître long, mais franchement, c'est ce qu'il faut pour avoir un volume de data qui va vous réconforter sur le fait que votre produit il est viable et aussi pour ajuster aux attentes de vos clients avec des cas de la vie réelle. Hem, donc du coup, vraiment, si j'ai un conseil, c'est attendez pas que ce soit parfait, lancez votre produit en bêta. Quand vous avez des POC techniques qui sont lancés dans les équipes data, attendez pas la validation du POC, ça prend encore 2-3 semaines, un mois. En fait, on peut commencer à l'idéation, alors que le POC, on n'a pas encore toutes les variables techniques qui sont fixées. Hem, donc surtout quand le time to market, c'est critique, on est sur là, l'IA, ça avance tellement vite, on n'a pas de temps à perdre, donc c'est OK de paralyser ces étapes-là. Quand vous faites de l'idéation, ne parlez pas aux data scientists. Nous, on avait une interdiction formelle de communiquer et en fait, ça enlève la pression d'être réaliste. Nous, dans notre première maquette, on a fait des trucs de zinzin, on parlait avec des IA qui arrivaient à deviner ce qu'on voulait. Mais en fait, c'est OK parce que ça vous met dans le bain et puis ensuite, ça permet d'être très focus sur ce que veulent les utilisateurs et c'est finalement le plus important et puis ensuite, vous aurez tout le temps d'être réaliste, plus tard. Et du coup, ce que je disais, c'est hyper important de tester son market fit hyper vite et de scaler votre architecture après.
Nous, ce qu'on a fait, c'est que pendant le POC, on a pris des hypothèses. Voici le volume de produits qu'on va transformer tous les mois. GPT-4, si on faisait on avait 10 millions de produits par mois. Si on fait GPT-4 pour tous nos produits, ça nous coûtait 1,5 million de dollars tous les mois. Donc déjà, scaler sur des calls API d'API tierces, c'était pas envisageable. Par contre, ça va vachement vite à mettre en place et sur un volume de bêta, bah, en fait, on peut le faire. Donc en fait, on a lancé pour valider notre produit, on a lancé sur cette architecture qui est pas du tout notre architecture cible. Ça nous a permis de valider notre market fit. Et en fait, ensuite, à partir de là, nous, on savait qu'il fallait qu'on fine-tune des modèles et qu'on les hoste chez nous. Mais du coup, bah, en fait, en parallèle de la bêta et des améliorations fonctionnelles, on a construit la stack technique cible pour la GA qui nous permettait là de descendre les coûts à 15 000 dollars par mois si on passait sur des modèles fine-tunés chez nous. Donc, on avait vraiment un stream d'amélioration fonctionnelle et un stream de je construis ma cible. Mais ça, faut pas le penser quand vous êtes 2 mois avant la JS. C'est quelque chose qui se pense dès le début du POC. C'est quoi mon architecture pour scaler? Et est-ce que j'ai besoin de cette architecture-là pour lancer mon produit et tester mon market fit? Souvent, la réponse, c'est non. Donc, faut pas que ça vous bloque pour lancer une bêta. En tant que PM, testez votre modèle comme vous testez une feature. C'est hyper important pour comprendre comment ça marche. Et si vous le faites pas, ben, en fait, il y aura que les data scientists qui auront cette connaissance-là. Et en fait, dans un produit d'IA, l'IA, c'est votre produit. Il faut que vous compreniez comment ça marche. Bah, nous, on a bidouillé, on a fait des trucs avec des drives où on mettait des fichiers dans des drives qui étaient envoyés au modèle, qui rentraient, etc. C'est OK de bidouiller et après de mettre tout ça dans on avait du feedback dans des Excel. L'important, c'est que vous le testiez et que vous soyez honneur des outputs. C'est pas parce que c'est de l'IA que vous n'êtes pas honneur de ce qui sort. Et donc ça, c'est hyper important en tant que PM de prendre vraiment le taureau par les cornes. Et pour faire des bêtas, il faut aller vite. Nous, on a fait une bêta en 3 mois. N'oubliez jamais que ça demande beaucoup d'énergie. Il faut toujours justifier pourquoi on fait pas ci, pourquoi on fait pas ça. Il faut toujours renoncer à des choses. Et ça, franchement, la clé pour que ça soit un succès, c'est il faut s'aligner, communiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous, on avait des C-level qui étaient toutes les semaines. Et en fait, ça accélère aussi beaucoup le processus d'avoir le buy-in des exécutifs et des C-level. Et un deuxième point qui est hyper important pour le positioning, quand on passe 6 mois à travailler sur de l'IA, c'est hyper tentant de parler que de la tech. En plus, c'est des sujets hype, donc on a grave envie de dire qu'on utilise tel LLM et puis qu'en machine learning, on fait tel genre de techno, nous on faisait des trucs de chaining. Mais en fait, les gens, ils s'en fichent de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous ayez un impact dans leur vraie vie. Et du coup, il y a vraiment un discours à adapter pour arrêter de parler de la tech cool et de revenir sur un discours qui est beaucoup plus orienté sur la valeur qu'on apporte à nos clients. Et donc ça, en termes pour positionner son produit dans un environnement où tout le monde fait pareil et tout le monde utilise la même techno, en fait, c'est ça qui va vous différencier. Ça, c'est une slide que j'ai fait pour une conférence, genre 3 semaines après la JA. C'est la slide qu'on a le plus réutilisée du projet. Et ce que je dis, ça peut paraître basique, mais franchement, quand on a le nez dans la tech et dans l'IA toute la journée, bah, en fait, on oublie que nous, l'impact principal de notre produit, c'était ça. Et des fois, c'est des choses simples, mais on a tellement le nez dedans et on est tellement hypé par travailler sur le fait de travailler sur de l'IA qu'on en oublie les basiques. Donc, en termes de positioning, mes 2 conseils, c'est vraiment shipper vite. Faites des itérations. Nous, on envoyait en prod sur les modèles, je pense 2 fois par semaine. C'est OK si tout n'est pas carré. Mais c'est vraiment le fait d'itérer très, très vite avec de la donnée du monde réel et de vos utilisateurs qui va faire que votre produit sera bon. Et ensuite, vos utilisateurs, ils s'en fichent si c'est RAG, fine-tune, multimodal. À la fin, ce qui compte, c'est le ROI et ce qu'il faut vendre, c'est ce que votre IA, elle fait, pas la techno qu'il y a derrière. C'est important, mais c'est secondaire par rapport à la valeur de ce que vous faites avec votre produit. Sur la partie pricing, quand on a commencé à se demander combien on allait faire payer notre feature, on m'a envoyé ça. On m'a envoyé ce post LinkedIn, on m'a dit: «Fanny, regarde, Salesforce fait de la facturation à la consommation pour ses features d'IA». Je me suis dit: «Bah OK, chouette. Ça ressemblerait à quoi chez nous?»
Alors nous, on fait du coup de la transformation au produit avec des attributs. Donc un produit transformé, est-ce que je compte des lignes? Est-ce que je compte le nombre de colonnes dans lequel je mets de la donnée? Est-ce que quand je copie-colle une donnée, on considère qu'elle est transformée? Je me suis dit, moi-même, j'arrive pas à déterminer avec notre feature ce que c'est d'être consumption based. Je me suis dit, c'est trop compliqué, les gens ils vont pas s'y retrouver. On va nous demander de pré-processer des fichiers parce qu'ils vont pas savoir combien ça coûte. Du coup, il va falloir qu'on fasse des écrans, il va falloir qu'on fasse des dry runs des fichiers. Je me suis dit, c'est impossible. On va jamais s'en sortir. C'est beaucoup trop compliqué, personne va rien comprendre. Et du coup, on est parti vers un truc un peu plus simple. On s'est dit, bon, bah, si tu utilises Catalog Transformer, tu payes un coût fixe en plus. Et juste, bah, en fonction du nombre de produits que tu as dans ton catalogue, on va faire des fourchettes où ça va coûter plus ou moins cher. On s'est dit, bon, bah, ça, a priori, c'est beaucoup plus simple. Les gens vont beaucoup plus comprendre. Ça s'est pas passé comme prévu. Ça, c'est quand les équipes finance ont présenté le pricing, c'est le premier message que j'ai reçu. Euh, mon message ici, c'est de vous dire que c'est OK. Votre premier pricing de votre feature ou de votre produit, ce sera peut-être pas le bon. Partez du principe que vous allez devoir vous ajuster. Euh, la flexibilité est hyper importante. C'est d'autant plus vrai avec les coûts. Enfin, aujourd'hui, les modèles, je crois qu'ils sont 20 à 40 fois moins chers que l'année dernière. On le voit avec DeepSeek. Enfin, les modèles sur le marché, les prix pardon sur le marché évoluent tellement vite que faut que vous restiez flexible. Et en plus, vous n'êtes pas sûr d'avoir bon du premier coup. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dans nos contrats, donc là, on a pris l'équipe légale, on prévoit des clauses pour renégocier les prix quasiment tous les ans. Parce que du coup, bah, ça évolue tellement vite que vous êtes obligé de construire de la flexibilité contractuelle. Euh, et typiquement, nous, on a une clause d'usage raisonnable. En fait, on ne savait pas combien ça allait nous coûter ni rien, donc on a mis sous couvert d'un usage raisonnable. Et puis on s'est dit, on verra plus tard ce que usage raisonnable, ça veut dire. Là, il faut juste qu'on vende et il faut que les gens ils l'utilisent. Mais tous les ans, du coup, on se donne là, quand même la possibilité de pouvoir renégocier, de pouvoir changer si jamais le pricing ne nous va plus. Et ne faites pas comme les autres. Enfin, c'est pas parce que Salesforce fait de la consumption base que c'est le bon modèle pour vous. Nous, en l'occurrence, il aurait fallu un PhD pour comprendre notre pricing. Ça veut dire que c'est un mauvais pricing. Du coup, vraiment sur la partie pricing, ce qui est important sur de l'IA, dans un modèle de marché où les prix évoluent tellement, c'est de rester adaptable et de le prévoir contractuellement dans la manière dont vous vendez vos features. Et la prédictabilité est plus importante que la précision. N'oubliez jamais que quand vous vendez des features, quand vous vendez des produits, vous êtes une ligne dans un budget. Et en fait, nous, nos clients, ils avaient besoin de savoir en avance combien de catalogues Transformers ça allait leur coûter. Ils n'avaient pas envie de faire des calculs hyper compliqués, de dire, bon, alors dans 6 mois, si je fais tant de millions de produits en plus, ça va peut-être me coûter ci ou ça. En fait, non, c'est trop compliqué. Vous devez les aider à planifier. Ils sont pas censés se casser la tête pour comprendre combien votre produit va leur coûter. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose, la simplicité et la prédictibilité, on s'est rendu compte que c'était hyper important pour nos clients et pour bien vendre notre feature. Sur la partie promesse, et quelque chose qui m'a... C'était un peu... J'ai fait ce même parce que vraiment, c'est comment je me sentais après 6 ou 7 mois à présenter les mêmes slides en interne aux bêta-testeurs. On avait une quinzaine de bêta-testeurs. C'est trop pour un bêta, je vous recommande pas du tout. Mais j'ai passé vraiment des mois et des mois à répéter les mêmes choses. Je me suis usée. Et vraiment, c'est devenu hyper frustrant parce que j'avais l'impression que personne comprenait ce que je faisais. Mais en fait, quand j'ai sorti un peu la tête de l'eau, je me suis dit, ouais, mais c'est normal. En même temps, j'ai pas du tout, enfin, on n'a pas du tout fait en sorte que les équipes en interne, elles soient équipées et outillées pour parler de notre feature, pour parler d'IA. Et du coup, bah, forcément, à un moment donné, on craque. Moi, j'avais des journées entières avec des clients sur des time zones différentes à répéter la même chose. C'est hyper frustrant. Du coup, comment on fait ça? L'IA, c'est complexe, donc il faut assez en amont anticiper l'alignement de vos équipes en interne, parce que sinon, vos clients, on va leur dire tout et son contraire en fonction de à qui ils parlent, ou alors vous, en tant que PM, vous allez devenir un bottleneck, parce que ne vous attendez pas à ce que vos data scientists aillent en meeting client. Genre, c'est vous qui allez devoir aller sur le front, et à un moment donné, ça va coincer.
Donc, comment on a fait, enfin, comment il aurait fallu qu'on fasse, anticiper les outils pour les démos. C'est des choses, nous, qui nous ont beaucoup manqué. On n'a pas forcément très bien outillé, les sales et du coup, ben, en fait, comme en tant que produit, que vous êtes la personne qui est sachante, on va toujours venir vous voir pour vous demander de faire tel ou tel truc. Donc ça, anticipez assez tôt les démos et ne sous-estimez pas à quel point c'est important. Une FAQ pour centraliser, ben, toutes les réponses aux questions les plus communes et vous aligner sur le message marketing à valider avec le légal et avec les chief data officers. Est-ce que ça, je peux le dire? Est-ce que ça, on veut dire comment ça marche ou est-ce qu'on est trop dans le détail? Est-ce que d'un point de vue légal, on a le droit de dire ci ou ça? Hyper important pour que tout le monde dise la même chose et surtout que vous disiez des choses que vous avez le droit de dire. Le storytelling et les analogies, c'est hyper important de simplifier, de manière non technique. Moi, quelque chose que j'aime beaucoup dire, pour l'IA, c'est garbage in, garbage out. Si tu me donnes n'importe quoi en entrée, ne t'attends pas à avoir un palace en sortie. Et c'est vraiment d'essayer de simplifier avec des images, des choses qui sont assez complexes. Ça implique que vous ayez quand même bien compris de quoi vous parliez. Hem des sessions d'enablement live et dans vos entreprises, vous avez très probablement des gens qui adorent l'IA, qui sont passionnés de ça, qui vous envoient des articles. Eh ben, utilisez-les pour évangéliser, utilisez-les pour faire des slides, pour expliquer des concepts et tout. Et en fait, vous n'êtes pas tout seul et il y a plein de gens qui rêvent de bosser sur de l'IA et qui adoreraient vous aider. Et donc, bah, appuyez-vous sur eux, même s'ils sont loin de vous, même si c'est des gens en RH, même si c'est des gens qui bossent pas du tout sur votre scope, bah, il faut quand même les utiliser. Ça, c'est la slide de à quoi ça ressemble, le catalogue transformer. Moi, je me suis escrimée pendant des mois à dire: «Oui, mais en fait, c'est pas un modèle, c'est plusieurs modèles qui agissent en séquence et puis des fois, c'est du machine learning». Bon, en fait, déjà, non et je me suis rendu compte que la base de la base donc j'ai fait des slides pour les sales. J'ai dit juste voilà déjà les grands concepts que vous devez connaître parce que j'en avais à toutes les sauces du ChatGPT, OpenAI, c'est vraiment un peu le bingo des mots, qui étaient mis un peu n'importe quand. Je me suis dit: «Bon, concept de base, on repose ça déjà pour avoir le bon vocabulaire» et ensuite, j'avais juste une slide simple pour dire: «On fait de la Gen AI et on fait du machine learning pour ça et ça» et puis, voilà, 2-3 infos clés, de dire que voilà, on a toujours notre expertise de catalogue et cetera et en fait, il y a pas besoin d'aller plus loin que ça et juste, quand on donne ça aux gens, ils sont contents et enfin, nous, ils avaient l'impression déjà de beaucoup mieux comprendre et donc voilà, mais ça, en fait, pour en arriver là, on a l'impression que c'est facile, mais en fait, il faut déjà bien comprendre et décortiquer quels sont les mécanismes internes de votre feature pour ensuite être capable de l'expliquer de manière simple aux gens qui vous écoutent. Et la dernière chose qui est assez compliquée quand on parle d'IA, là, c'est plutôt quand on parle d'IA à ses clients, plutôt que quand on parle d'IA en interne, c'est que vos clients, ils arrivent avec des attentes qui vont être, très probablement démesurées, hem et du coup, il y a un vrai sujet de comment je gère, les attentes de mes clients, parce qu'en fait, sinon, ils vont être hyper déçus de ce que vous leur donnez. Partez du principe que 90 des gens qui vont utiliser votre feature ou votre produit, ils vont essayer de le casser. Nous, 1er, je crois, je me souviens, c'était le 2e ou le 3e import dans le catalogue Transformer, le vendeur, il envoie que des produits qui sont pas vendus sur la marketplace. Genre, il avait envoyé des sous-vêtements alors que c'était, une marketplace d'objets de déco, quoi. Donc du coup, bah, en fait, ça, on s'était dit: «Oui, ça peut arriver, mais» en fait, non, il a fait ça et c'était même pas fait exprès. J'ai eu des clients qui m'ont envoyé des fichiers avec que des EAN et après qui disent: «Bah, pourquoi ça marche pas? ChatGPT, il arrive à me donner, des caractéristiques produits, pourquoi vous, ça marche pas?» et en fait, ça va être que des petites choses comme ça et c'est vos utilisateurs, ils ont des attentes, ils ont des objectifs cachés, ils vont tester des choses qui sont complètement non réalistes pour vous, mais qui sont réalistes pour eux, parce qu'ils sont en train d'essayer de tester des choses et ils vont attendre que ça marche complètement, ce que vous faites avec des résultats, parfaits. Et puis en fait, bah, la moindre décision qui va avoir l'air un peu random, ils vont dire: «Ça marche pas». En fait, ils vont pas prendre le temps d'essayer de comprendre et c'est là que c'est hyper important de travailler son discours. Je voyais qu'il y avait des PMM, il y avait des PMM dans le chat, de travailler ce discours avec, avec des PMM et de
passer de phrases du type, «Oui, vous pouvez faire confiance à l'IA, on utilise les derniers modèles sur le marché et puis ça fait tout pour vous», à quelque chose de beaucoup plus réaliste et de beaucoup plus sincère. De dire, on améliore la qualité de votre data produit avec de l'automatisation, mais vous restez quand même dans le contrôle. Vous avez quand même un rôle à jouer. On a optimisé notre, produit pour tel et tel use case. Par contre, si vous commencez à partir, sur, d'autres use cases, il va y avoir besoin d'un human in the loop. Il va y avoir besoin que vous ajustiez. Aussi être assez, clair sur la réalité de l'IA, qui est que ça s'améliore avec le temps parce que c'est une technologie qui apprend, c'est une technologie qui s'adapte. Donc oui, ça va vous aider à faire les choses mieux, mais par contre, on va s'améliorer avec le temps, et cetera. Et en fait, il y a un équilibre à aller chercher entre je sous-promets, moi ce que j'ai beaucoup fait: «Ouais, non mais enfin ça marche pas parfaitement bien, et cetera», et ça fait tout seul. Et il y a vraiment, un équilibre, à aller chercher. Hem Il faut juste être honnête sur les limites, sur les use cases que vous gérez bien, ceux que vous gérez moins bien, et aussi éduquer les clients sur le fait que, bah, en fait, il y a un aspect itératif de l'IA qui est inhérent à ça, et surtout dans le SaaS où les gens sont, enfin, nous, chez Miracle, c'est un produit qui est cher. Les gens, ils sont habitués à ce que ça marche, direct, super bien. Mais en fait, il y a beaucoup d'éducation sur, il y a une courbe d'apprentissage aussi, en fait, ou de dire, bah, vous allez utiliser au début, mais vous allez devoir prendre le temps d'ajuster un petit peu parce que c'est comme quand on parle avec ChatGPT, hein, c'est pas, au début, on ajuste un peu ses questions, puis après on trouve comment ça marche et puis c'est là qu'on débloque vraiment la valeur. Bah, c'est vraiment pareil quand on vend de l'IA et quand on parle de ces produits d'IA. Du coup, sur la partie promesse, ce qui est important en interne, c'est pour vous, quand vous construisez votre feature, de vraiment bien comprendre, de parler avec vos data scientists, de comprendre la technologie derrière pour ensuite la simplifier au mieux. Mais si vous comprenez pas ce que vous faites au départ, ça va être compliqué de le simplifier. Hem Et ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est que les gens sont pas déçus, enfin, les gens vont être, déçus d'une IA par rapport à leurs attentes. En fait, c'est pas ce que fait l'IA qui les déçoit, c'est qu'ils avaient quelque chose en tête et en fait, ça fait pas ce qu'ils avaient en tête et du coup, ils sont déçus. Et donc c'est là que c'est hyper important, en fait, de gérer les attentes des clients, en amont et de travailler son discours, même avant une bêta, en fait, d'être très clair sur, ce qui est possible ou pas. Et du coup, ben, pour terminer, c'est un petit, retour sur ce qu'on a eu, donc sur notre produit. Donc on a eu des bons retours, des vendeurs sur la valeur, donc sur le fait que ça a simplifié quand même, le processus, le processus pardon, d'onboarding. Et après des petits chiffres, donc on a eu pendant la bêta, plus d'1 million de produits qui ont été transformés avec 138, vendeurs différents qui ont testé la feature. Donc 138 vendeurs répartis sur, 15 retailers, enfin marketplace. Depuis novembre, on a signé 9 deals avec le catalogue Transformer. Depuis la GA, on a transformé donc 100 000 produits dans la vraie vie qui sont passés par notre outil. Et on a une équipe de 9 data scientists full-time sur le produit. Et il y a en plus 5 data scientists qui travaillent sur des problématiques d'image qu'on va bientôt intégrer dans le produit. Euh, mais voilà, on a quand même une grosse équipe derrière. Et moi, dans ma squad de développeurs, on fait ça plus d'autres trucs. Et il n'y a pas de PM data. Donc moi, je suis toujours PM dans ma squad et je lead ça un peu conjointement avec l'équipe data comme je peux. On se cherche encore un petit peu. Et du coup, ben voilà, pour moi, je pense que j'ai tenu mes 25-30 minutes. Yes, carrément. Franchement, c'était canon. Merci Fanny. Dites-nous dans le chat, mais vraiment en termes de valeur, ce que tu viens de balancer, c'est monstrueux. Je pense qu'il y a pas mal de PM qui ont dû prendre beaucoup de notes sur comment lancer à leur tour en 2025. Euh, Franchement, sur les réactions, énormément de commentaires sur la partie pricing. Je pense que c'est l'une des zones les plus sujettes à débat, évidemment. Donc, on va rentrer dedans, mais je voulais réagir d'abord sur ce que tu disais à la toute fin et sur justement l'organisation. On comprend dans ce que tu dis que vous n'avez pas forcément, vous continuez à itérer sur l'organisation qui va vous permettre de maintenir ce type de projet. De manière vraiment optimale. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur tes convictions, tu vois, d'une organisation optimale entre le produit, la data, la tech, pour gérer ce type de projet?
Yes, c'est vrai que c'est un aspect, sur lequel j'ai beaucoup travaillé et que j'ai pas trop partagé ici, l'aspect collaboration. J'ai écrit un article, d'ailleurs, que j'ai reposté sur mon LinkedIn il y a pas longtemps où j'en parle un peu plus. Hem, s Je pense que enfin, nous, on a eu la au début, déjà, il faut des data scientists. Enfin, en vrai, c'est un peu bateau, mais nous, quand on a commencé le POC, il y avait 3 data scientists. Enfin, voilà, maintenant, ils sont quasiment 10. Hem je pense que la triade, aujourd'hui, classique, elle est en train de changer. Moi, honnêtement, je travaille autant avec mon EM qu'avec le manager, des data scientists. C'est beaucoup, beaucoup d'alignement. Donc on a des weekly en fait, toutes les semaines, heu, où on se parle, de la roadmap, où on se parle de nos attentes, où on se parle de ce qui est acceptable ou pas pour les clients en termes de résultats. Et surtout, moi, je suis partie du principe que mes équipes de data scientist, c'est comme mes équipes de dev. Donc je leur fais des conceptions, je leur envoie des documents, je leur dis que je veux faire de l'acceptance. Là encore, il y a 2 jours, ils me disaient: «Ouais, non, mais ça, on va l'envoyer en prod». Je suis en mode: «Non, non, j'ai pas testé, non, non, ça part pas en prod». Donc vraiment, adapter la même approche. Les data scientists, c'est pas forcément les mêmes profils que des devs. Moi, j'ai trouvé personnellement chez Miracle qu'il y a une culture de l'écrit qui est pas du tout développée. Alors moi, je récupérais des tickets où il y avait une ligne et j'étais en mode: «Je comprends pas ce que ça fait, je comprends pas ce que vous êtes en train de faire». Du coup, c'est en fait beaucoup de travail de productisation, de leur dire: «Bah, essayez d'écrire plus dans le ticket». On a formalisé dans Product Board, nous, qu'on utilise, ce sur quoi ils sont en train de travailler pour qu'on puisse suivre. Jira, revoir un petit peu les workflows. Donc, moi, ma conviction, c'est que, de plus en plus, le travail des data scientists va être géré comme on gère du travail d'engineering, aujourd'hui. Et en tant que PM, vous devez être facilitateur dans cette transition, sans pour autant c'est un truc de position qui est un peu dur, sans pour autant devenir le PM des data scientists, mais vous devez vraiment être là en support pour les aider à aller vers ça et ça vous servira parce que vous avez besoin de visibilité aussi donc voilà. Mmh. Pousser la communication, la culture de l'écrit, pas laisser de place à l'interprétation. Déjà que l'output des IA parfois, laisse place à l'interprétation, on sait pas trop dire pourquoi l'output est comme il est. Ouais. Donc si en plus entre humains, on se comprend pas, ouais, c'est hyper intéressant. Avant de rentrer dans le pricing, il y avait aussi une question d'Yvan, sur, tu l'as abordé rapidement, mais, les bonnes pratiques pour, justement un peu orienter quand tu es product manager ou, peu importe le stakeholder dans l'organisation, mais que tu veux pousser justement une direction sur un projet IA à prioriser. Est-ce que tu as des tips sur la posture et l'approche à adopter pour. Parce que c'est vrai que, bon, bah voilà, j'imagine même dans les comex, les brainstorms sur comment est-ce qu'on devrait prioriser. Et j'ai beaucoup de feedback de boîtes qui, Mmh. clairement, ont priorisé ça parce que le CEO, il y croyait, quoi. Mmh. Comment éviter cet écueil-là? Est-ce que tu as des recommandations pour Yvan? Alors nous, les POC sont beaucoup portés par, les équipes, data, en fait. Donc nous, ça se commence souvent par la partie technique. Bon après nous, on a clairement un CEO qui est à fond sur les sujets d'IA. En fait, chez Miracle, il y a quand même aussi un historique, qui est qu'on travaille avec du machine learning depuis assez longtemps, enfin notamment sur mon scope. Donc il y a déjà une practice data, qui est assez développée. Hem Moi, après, c'est compliqué de gérer, quand il y a des stakeholders qui sont persuadés qu'il faut faire quelque chose. Je pense que la question, c'est plus comment je démontre que c'est une mauvaise idée. Je pense qu'il faut en revenir à la valeur. C'est ce que je disais, c'est vraiment de comparer, les coûts de dev, d'insister vraiment sur le fait que les choses très complexes, il faut beaucoup de ressources et de talent humain pour le faire. Et toujours challenger: «Est-ce que j'ai besoin d'IA pour faire ça?» Aujourd'hui, on parle Mmh. beaucoup des agents et tout, mais en fait, tout le monde s'enflamme sur les agents, mais souvent, c'est juste des workflows et il y a pas toujours besoin d'agents, il y a pas toujours besoin d'IA. Donc mon conseil, ce serait présentez-le avec IA, présentez-le sans IA et voyez s'il y a une vraie différence dans la manière dont dans la valeur que vous délivrez à la fin. Donc voilà, toujours se penser, si je le fais sans IA, calculer la valeur et puis voir s'il y a vraiment un gros écart. Ouais, ouais, super intéressant. Hem, on avance un petit peu dans le processus et du coup dans l'exécution, on sait que c'est un sujet super compliqué là, le choix du modèle, Samuel il le souligne. En plus avec DeepSeek, plus récemment, toute la structure de coûts, est remise en question.
Donc, on passera au pricing juste après. J'essaie d'y aller de manière chronologique. Mais déjà, sur la comment comment, comment favoriser, tu vois, le choix du modèle, peut-être les autres outils type Dust dont parle, Samuel, et aussi comment garder une flexibilité justement vu que l'univers change énormément, j'imagine que ta structure doit être scalable, mais aussi, flexible, pour pouvoir saisir des opportunités de marché et pas rester bloqué sur un outil qui prend du retard, par rapport aux autres. Est-ce que tu as des Yes. recommandations là-dessus? Alors, aujourd'hui, moi, c'est mon avis personnel. J'ai l'impression que tout le monde se pose la question des modèles, mais en fait, honnêtement, on arrive à un niveau où tous les modèles font à peu près la même chose. Genre, honnêtement, les grosses différences, elles se font sur des problèmes mathématiques qui sont pas, j'imagine, les use cases de la plupart des gens ici. Donc, je pense que la question du modèle, elle doit être drivée par le prix, déjà. Euh, Parce que c'est aussi ça qui, enfin, c'est le ROI en fait à la fin qui gagne. Donc si vous avez les moyens de prendre un modèle hyper performant, faites-le. Mais au final, moi je suis convaincue qu'il n'y a pas des trop gros écarts de performance entre les modèles. Ça dépend aussi des verticales sur lesquelles vous travaillez. Donc il y a quand même un peu une étude à faire. Si tu peux juste me redonner le partage d'écran, je vais juste repartager une slide. Nous, en fait, ce qu'on Ouais, a fait, pardon. c'est qu'on sert tout derrière des API. Euh, et en fait, on a construit une architecture qui nous permet du coup de assez facilement changer. C'est-à-dire que si demain, par exemple, on peut utiliser Mistral, mais basculer vers OpenAI hyper facilement. On utilise Llama, mais en fait, on a construit une architecture qui fait que le modèle, il est au bout, c'est un paramètre, mais ce qui compte, c'est l'API qui le joint à notre cœur de produit. Du coup, en fait, on a construit une architecture assez flexible où finalement c'est assez facile de changer de modèle parce qu'on avait anticipé que, en fait, il y allait avoir une offre de plus en plus diversifiée avec des modèles de plus en plus performants. Donc, c'est une question d'architecture. Anticipez-le dès le début, en fait, que vous allez peut-être avoir besoin de changer vos modèles. Et en fait, enfin, je suis pas sûre que le market fit, il dépend pas du modèle que vous utilisez. Enfin, entre un Lama ou un Ouais. GPT-4 pour nous, enfin, c'est pas ça qui fait la diff, quoi. OK, Donc, très clair. mon conseil, perdez pas trop de temps non plus à choisir le bon modèle. Sauf, bon, après, peut-être Ouais, sur la multimodalité, les images, la vidéo, là, je pense que c'est un autre sujet. En tout cas, sur les LLM, je suis pas persuadée que ça fasse une grosse différence. hyper clair. Et c'est vrai que des fois, on se pose juste la mauvaise question. Mm. C'est un peu ce que tu soulignes là. Passons du coup sur le pricing. Il y en avait une première question de Vincent, c'était comment est-ce que tes coûts de scaling différents peuvent impacter si tu utilises une solution externe interne versus clé en main comme du GPT? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez étudié? Ouais, nous, c'est quelque chose qu'on a étudié. Bah, c'est assez facile. On a calculé 10 millions de produits. C'est combien d'input tokens, c'est combien d'output tokens. On n'a pas passé trop de temps à faire des calculs, mais juste ça vous donne quand même déjà une bonne idée. Donc, nous, on a pris nos volumes cibles de quand mon produit va marcher à l'échelle que je veux, c'est quoi les coûts. Donc, il faut bien être ambitieux à ce stade-là et vraiment vous projeter sur vos hypothèses réalistes. Donc, je dirais qu'on n'a pas fait des calculs non plus trop savants. Après, ce qui a été assez déterminant pour nous, au-delà du coût, c'est surtout les avantages de flexibilité. En fait, aujourd'hui, nous, on a quand même une expertise métier sur comment dire, sur la typologie de la donnée produit. En fait, il y a quand même des choses qui sont assez spécifiques sur la manière dont on a créé des descriptions, qui sont différentes par industrie. Et donc, en fait, nous, on avait besoin d'avoir la main sur nos datasets d'entraînement et on avait besoin de pouvoir fine-tuner, en fait, par rapport à notre expertise métier. Et en fait, c'est aussi ça qui a beaucoup fait pencher la balance au-delà des coûts. C'est qu'on s'est dit, en fait, si on veut faire tout ce que nos clients attendent de nous d'un point de vue qualité, on est obligé d'avoir la main sur le dataset d'entraînement, on est obligé de pouvoir fine-tuner nous-mêmes. Et ça, c'est une flexibilité que vous perdez quand vous passez sur des solutions clés en main, où en fait, Hmm. vous n'êtes pas trop à l'abri, vous savez pas comment la donnée elle a été entraînée, c'est un peu plus compliqué pour adapter sur des points très spécifiques. Et en fait, vous rentrez vite sur je construis une surcouche de if-else au-dessus de mon IA, mais du coup, on perd le bénéfice d'utiliser de l'IA ou des LLM pour utiliser. Donc, faut pas penser qu'au coût, faut aussi penser à la flexibilité. Euh,
et à ce que vous voulez faire avec votre produit. C'est aussi des éléments qui doivent rentrer en compte dans le processus de décision. Ouais, carrément. Clément, lui te demande, tu as parlé de prédictabilité et je suis complètement en ligne avec ce sujet-là. On voit bien que il y a eu un moment où typiquement les utilisateurs de ChatGPT Pro se payaient des factures inattendues et ça, la prédictabilité, je pense, c'est un facteur énorme pour les clients. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez choisi de ne pas faire une petite marge sur les coûts de l'appel LLM comme pricing ou il y a eu d'autres éléments qui ont été pris en compte pour valider votre modèle de Ouais, pricing? bah, en fait, honnêtement, c'est trop compliqué, en fait, pricing au coût. Nous, en fait, en fonction on a un routeur, qui va dire, en fait, en fonction de mon fichier qui rentre, non, par exemple, si c'est une langue qu'on gère pas très bien, on l'envoie vers GPT-4. Si c'est une langue qui gère bien, on l'envoie vers nos modèles fine-tunés. Si c'est une modèle sur, une verticale, donc en fait, on a, nous, un routeur aussi où déjà on combine une approche open avec une approche fine-tunée. Donc déjà ça rendait le truc déjà complexe de base. Et après vraiment, les clients, ils nous ont dit: «Ouais, moi je veux refacturer à mes vendeurs», parce que nous on paye les retailers qui refacturent les vendeurs. Sauf qu'ils vont commencer à dire: «Bah, oui, mais j'aimerais bien savoir avant de l'envoyer pour de vrai, combien ça va me coûter». Sauf que pour faire ça, tu es obligé de pré-processer, donc tu es obligé de faire des calls. Ensuite, ils allaient nous dire: «Oui, mais alors là, j'ai envoyé 2 fois le même produit, j'ai juste ajouté une couleur, pourquoi vous me faites tout repayer?» Et en fait, il y avait toute une complexité qui a fait que c'était juste pas envisageable dans le produit. Enfin, c'est vraiment, je pense, Hmm. une limite produit. On pouvait pas restituer de manière claire combien ça allait coûter et en fait, on en a discuté avec le business et il nous disait non, c'est trop compliqué, les opérateurs prendront pas ça. Ouais, simplicité, prédictabilité, en particulier Mm, sur un nouvel usage, prennent le exactement. pas sur même quelque part au final quelque chose qui te reviendra moins cher, mais imprévisible en termes euh, Ouais, je pense qu'il y a un vrai d'évolution. risque où déjà on teste enfin, on n'est pas sûr et en fait, la facture qui peut arriver peut être un élément tellement déceptif. Donc on s'est dit: «Bon, c'est peut-être pas très fair». C'est-à-dire qu'il y en a qui vont payer plus alors qu'ils utilisent moins, mais au moins c'est clair pour tout le monde. Et je pense que c'est OK que ce soit pas très fair au début et je l'avais mis en haut de ma pyramide parce que en fait, c'est le dernier truc, c'est le truc qu'on va faire sauter en premier quoi. Hmm. Oui, oui, il faut pas. Enfin, le pricing, c'est aussi quelque chose qui est complètement dynamique et il faut constamment itérer dessus pour trouver la bonne carburation. Et à nouveau, il faut pas se poser la mauvaise question de OK, quel doit être mon pricing pour les 10 prochaines années, quoi. C'est ça. Enfin bref, je vous invite à regarder des sujets sur le pricing, c'est fascinant. Il y a peu de contenu français d'ailleurs, c'est très américain, le bon contenu sur les stratégies de pricing. Je sais pas si d'ailleurs tu t'es renseigné ou si tu as des bonnes sources, n'hésite pas à les envoyer, mais ou en référence post live. Il y a une question de Laura qui a été upvotée 11 fois sur le sujet des feedbacks. Et effectivement, c'est vrai que les outputs IA étant hyper imprévisibles aussi, Mmh. euh, comment est-ce que vous êtes assuré de structurer le processus de feedback pour pouvoir Alors, ajuster, avoir du feedback fran constructif? franchement, c'est encore en cours. Alors, on est passé par un bon vieux gros Excel, où on liste tous les feedbacks. Franchement, c'est pas façon des miracles qu'on on est innovant sur tout, donc on est repassé sur le bon vieux, Google Sheet. Donc ben, c'est subjectif, c'est beaucoup d'éducation. Donc en fait, moi, j'ai mis en place une classification de, ce que vous demandez, c'est, un bug, c'est une nouvelle feature, c'est, du continuous improvement ou c'est un improvement spécifique. Donc déjà, d'arriver à classifier les types de retours et out of scope. De réussir à classifier les types de retours, en fait, ça permet déjà aux gens de lier leurs demandes et le comportement qui les gêne avec quelque chose de tangible. Euh, donc déjà, c'est ça, c'est classifier les feedbacks. Ce serait mon premier conseil. Et c'est beaucoup d'éducation. Nous, on a pris des gens en plus pour faire une méthodologie autour de ça, justement. Essayer de mettre en place des fichiers Excel un peu plus intelligents avec
des calculs d'erreurs, des calculs de taux de complétion, tout ça. On a formé le support. Donc aussi, maintenant, ça passe par du Zendesk. Donc, on a un premier niveau. Mais honnêtement, on se cherche encore dessus. Juste, je trouve que le fait d'arriver déjà à classifier les types de demandes, ça a donné beaucoup de clarté aux gens qui remontaient le feedback. Ça leur a permis de mieux comprendre comment fonctionne l'IA, qu'est-ce qui est de l'entraînement, qu'est-ce qui n'est pas de l'entraînement. Et puis, écrire les specs aussi, dire work as expected, regardez cette partie-là de la documentation. Canon. Écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y avait pas mal de questions. N'hésitez pas à connecter avec Fanny. Peut-être un endroit où te contacter, Fanny, c'est peut-être LinkedIn, Euh, j'imagine, ou Oui, vous t'as pouvez des réseaux sociaux. contactez-moi sur LinkedIn. N'hésitez pas à mettre un petit message parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de demandes et je sais jamais trop quand est-ce que les gens m'ont écouté ou pas. Donc c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir un petit message. Et oui, si vous avez des questions ou besoin de conseils, je serais ravie de vous aider, de discuter avec vous pour vous aider. Mortel. Écoute, franchement, merci mille fois parce que le partage que tu nous as fait était ultra concret, ultra actionnable. On va essayer de le diffuser le plus possible, mais déjà, il y avait beaucoup de monde aujourd'hui, donc repartagez-le à toutes les personnes qui peuvent être intéressées dans votre organisation. Et ouais, à nouveau, merci Fanny, c'était ultra complet et ravi qu'on ait fait ce sujet ensemble. Qui, je pense, est un peu une première dans l'écosystème français. En tout cas, j'ai pas vu passer de contenu sur le go-to-market IA, donc voilà. Merci mille fois. Merci. Je vois des choses hyper gentilles dans le chat, donc merci beaucoup. J'étais Yes. intimidée et je suis ravie d'avoir pu partager ça avec vous. Canon. Bah écoutez, connectez avec Fanny sur LinkedIn, tentez votre chance, elle risque d'avoir un gros flot de connexions Oui, qui arrivent dans la foulée, mais c'était hyper cool de tous vous voir aujourd'hui et merci aussi d'avoir été aussi actif dans le chat, je pense qu'on a eu des centaines de messages. Sur ce, bon appétit et puis on vous envoie le replay. On, vous merci tout le monde. À pouvez bientôt. vous remater ça. À toutes. Au revoir.